Donc là, nous allons créer notre projet Expo. Je vais aller dans mon bureau, comme ça ce sera plus visuel. Et donc là, je vais mettre la commande pour pouvoir créer une application Expo. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, mais sinon vous pouvez facilement la retrouver dans la documentation d'Expo sur le site que je vous ai montré précédemment. Alors après la commande, on met le nom de notre application. Beaucoup de gens me demandent minuscule, majuscule. Sincèrement, ça fait pas trop de différence. C'est vraiment le nom du directory, donc c'est un peu comme vous voulez. Et on va rajouter une petite option qui s'appelle template, qui va nous permettre de choisir en fait quel squelette nous allons pouvoir créer. Alors, par défaut, je vais vous montrer. Si on met pas template, par défaut, il va nous mettre donc un squelette blank, c'est-à-dire une application minimale. Voilà, juste une page blanche avec un message tout simplement. Quand on met template, il nous donne un peu plus de choix. Alors lui, donc, c'est vraiment minimal et une phrase. Ça, c'est la même chose, sauf que les documents qui sont automatiquement créés sont en TypeScript. Si vous ne connaissez pas la différence entre TypeScript et... Donc là, ce sera en JavaScript par défaut. Sinon, ce sera en TypeScript ici. Et donc TypeScript, c'est vraiment essentiellement pour simplifier, c'est du JavaScript sur la partie logique, algorithmique, etc. La seule différence qu'il y a, c'est que TypeScript va renforcer la manière dont on type nos variables, dans nos fonctions, quand on déclare, nos retours, etc. Et donc ça permet de verrouiller un peu plus notre code pour qu'il soit à la fois un peu plus, enfin moins euh, susceptible aux erreurs, puisqu'on peut corriger les erreurs, puisque les erreurs de type, ça cause souvent des plus grosses erreurs, et c'est la majeure partie des erreurs, en fait, quand une fonction va prendre en argument une variable d'un certain type ou non, et en fait, ça permet de sauver pas mal de temps avant de faire certaines erreurs. D'autre part, ça permet aussi que notre code soit beaucoup plus lisible par les autres éventuellement, puisqu'on a on définit des objets spécifiques qui sont manipulables spécifiquement. Et ça permet aussi en fait de coder plus rapidement, parce que parfois, simplement en regardant ce qu'une fonction retourne comme type, bah, on peut savoir exactement ce qu'elle fait sans avoir besoin de la lire entièrement, euh, de la re-réfléchir, etc. Simplement en voyant son retour et le type que c'est, on sait à peu près exactement ce qu'elle fait. Euh, mais bon, si vous êtes plus confortable avec JavaScript, vous pouvez choisir ça. Sinon, TypeScript, moi sincèrement, je vous le recommande. Ça peut être un petit peu euh, voilà, déroutant au début avec ce paradigme de typage, mais une fois que c'est ingurgité, sincèrement, on peut plus vivre sans. Donc la troisième template, c'est le template de navigation. Donc elle, en fait, ça nous permet de donner, enfin, ça nous permet d'avoir une application d'emblée avec de la navigation. Ça, c'est vraiment pas mal si vous avez plusieurs tabs, comme vous voyez sur la majorité des applications. Donc voilà, pour commencer directement avec des tabs et pouvoir, enfin, sans avoir à recoder toute la logique de navigation. Alors nous, on va le refaire nous-mêmes, comme ça on comprend mieux ce qu'on fait. Mais voilà, si vous voulez aller beaucoup plus rapidement, vous savez que vous avez des tabs et vous avez besoin de navigation, d'aller d'une screen à une autre. Enfin, nous, on va avoir besoin de ça, mais on n'a qu'une page au départ. Nous, comme on veut tout faire, on va faire plutôt ça. Et simplement, juste une petite remarque sur le dernier, donc le bear. Si vous voulez, la différence entre blank bear et blank rien du tout par défaut, c'est JavaScript, TypeScript. Ici, c'est pas que c'est un langage, mais en fait, dans Expo, il y a deux manières de créer des projets, enfin deux types de ce qu'ils appellent des workflows. Un workflow qui est managed et un workflow qui est bear. Et en fait, donc ici, ici et ici, ce sera un workflow qui est managed et ici un workflow qui est bear. La différence entre les deux, c'est que ici, ici et ici, on ne voit pas du tout de code natif. C'est-à-dire que dans notre projet, il n'y a pas de Swift, il n'y a pas de Kotlin, il n'y a pas de quelque chose qu'on peut ouvrir dans Xcode, ni des pod files, ni quoi que ce soit, des choses que vous avez peut-être pu rencontrer en développant sur iOS ou non. Et alors qu'ici, en fait, dans Bear, on va avoir les applications, enfin
les projets qui vont être d'emblée, entre guillemets, exposés. C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà accéder au code natif, c'est-à-dire à du Swift, à un projet sur Xcode, etc., pour pouvoir le modifier éventuellement. Nous, on va pas faire ça. On va faire du React Native Fully et on va faire avec TypeScript, comme ça on prend un petit peu la main dessus. Alors on aurait pu très bien faire de la navigation directement, mais vraiment pour commencer, comme on n'a qu'une seule page, alors on va forcément avoir besoin de navigation parce que comme on a dit dans les wireframes, on va avoir besoin d'aller d'une page à une autre, pour les transactions, une pour le profil, éventuellement montrer quelque chose si l'utilisateur est connecté ou non, etc. Donc dans toutes les applications, quasiment, sauf à vraiment avoir une page statique où on a quelque chose, bah, toutes les applications quasiment ont de la navigation. Donc on peut soit démarrer par ici si vous voulez aller plus vite, vous avez par exemple des tabs, soit on peut tout créer à la base. Donc moi je vais choisir un blank en TypeScript parce que je veux faire du typage pour mes différentes variables, mes déclarations, comme ça mon code est carré. Donc là, je choisis ce formulaire, enfin ce format-là. Et donc là, mon projet Expo est en train d'être installé. Donc là, les, donc on est en train de communiquer avec Expo pour qu'il nous donne tous les packages pour pouvoir construire un squelette de base donc, de notre application Moula. Donc on l'a appelé comme ça. Et donc en fait, si on regarde, alors c'est encore en train d'être créé, donc il n'y a pas tout encore. Il y a les nodes modules qui manquent encore, mais ça va se faire bientôt. Donc là, ils viennent d'apparaître, donc ça devrait finir assez vite. Mais concrètement, ce que ça fait, voilà, donc le process est fini. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça crée un dossier. Donc nous, c'est ce dossier qu'on peut contrôler pour pouvoir voir euh, soit l'interface, soit la fonctionnalité, soit l'intelligence, soit le metadata, soit tout. Donc c'est ici, au maximum, c'est tout ce qu'on peut contrôler à la fois. Enfin, c'est ce qu'on peut contrôler pour, en ce qui concerne voilà, l'application construite. Alors, pas le côté business ou quoi que ce soit d'autre. Donc concrètement, comme j'ai dit, ici, en fait, on a donc ce dossier qui a été créé pour nous. Alors, il y a des choses qui nous concernent plus ou moins, enfin tout nous concerne concrètement, puisque c'est ça notre application, mais il y a des choses dont on n'a pas besoin de se préoccuper et d'autres si. Par exemple, juste pour commencer, donc ici c'est les nodes modules qui sont installés donc par défaut par Expo, puisque c'est ça dont il a besoin pour créer ce corps basique d'application et pouvoir évidemment compiler le code et le retraduire après par la suite. Donc ça, nous, on n'y touche pas, et à chaque fois que nous, on rajoute un package, il se mettra automatiquement dans les nodes modules avec le reste des modules. Le document qui constitue en fait le manifeste de notre application, c'est lui, c'est le app.json, et c'est lui en fait qui reprend à peu près tous les éléments qui sont, enfin, ça résume en fait l'identité de notre application. Donc elle s'appelle Moula, son slug c'est Moula, donc ça c'est par exemple dans les liens qu'on va avoir avec Expo. Euh, les liens de notre application par exemple pour y accéder sur le site d'Expo, comment c'est défini par rapport à notre projet, etc. Pas comment on y accède d'autres applications éventuellement, ça on le verra après. Donc la version, par défaut, ça commence à la version 1.0.0. Et donc à chaque fois qu'on build l'application, il faudra incrémenter ce nombre, en tout cas il faut le changer, puisqu'on ne peut pas avoir deux builds qui ont de la même version. L'orientation par défaut, c'est en portrait. Icône, c'est donc les icônes qu'on a créées, donc il ne sait pas encore, donc il en met par défaut. On va les regarder dans les assets, donc ils sont dans assets dans le même dossier. Le user interface style par défaut il se met en light mode. Alors ici c'est soit light, soit dark, soit automatique, les mots qu'on peut mettre ici. On peut implémenter une intelligence qui détecte automatiquement si on est en light ou en dark mode, enfin si l'utilisateur est en light ou dark mode et qui euh, ajuste automatiquement notre visuel. Donc pour l'instant on peut garder une seule couleur. Ici qu'on mette light ou dark ça change rien puisque ça veut juste dire que ça ne changera pas. Et donc après on a Splash. Donc ça, c'est vraiment l'image de base quand l'utilisateur ouvre l'application, c'est ça qu'il voit.
Ça, c'est la manière dont ça va être laid out. On verra ça par la suite quand on fera des tests. Les updates, ça on verra ça aussi par la suite quand on va éventuellement faire des updates de notre application. Les Asset Bundle Patterns, on verra ça aussi plus tard. C'est plus lié à la distribution. Euh, Après, on a des configurations spécifiques pour iOS, Android et Web, donc selon la plateforme sur laquelle on se trouve. Là, par exemple, pour iOS, on lui dit qu'il faut qu'il marche sur iPad. Dorénavant, toute application qui marche sur iPhone doit marcher sur iPad. Je pense que... Alors, je suis à 99% sûr que Apple ne laisse pas d'application... enfin, ça fait partie de leur processus d'acceptation des applications, que l'application doit aussi marcher sur tablette, enfin sur iPad. Et Android, donc pour choisir l'icône spécifique, ça c'est voilà, des choses qui sont faites par défaut, et favicon éventuellement pour le web, puisque notre code peut aussi marcher sur le navigateur si on le souhaite. Et donc la favicon, ce sera la petite icône qu'on voit à côté du nom de notre site. Donc lui, le app.json, on va éventuellement modifier certaines choses, éventuellement en rajouter, puisque, comme je vous ai dit, c'est vraiment le manifeste de notre application. Là, le côté vraiment le plus méta de notre application, c'est ça. Donc après, donc on a les assets. Donc eux, c'est ce que Expo met par défaut. Une icône, Splash, Favicon et Adaptive Icon. Nous, on va les remplacer par les nôtres qu'on a créés. Eux, le babel.config, c'est pas de nous en préoccuper, mais si vous voulez très synthétiquement, Babel, ça s'appelle un transpiler, c'est-à-dire quelque chose qui permet de traduire du JavaScript en un autre JavaScript selon la configuration qu'on a mis, mais franchement à notre stade ça ne nous regarde pas, en tout cas pas pour l'instant. Le package.json, c'est ce qui en fait permet d'avoir toutes les dépendances. Donc si jamais on copie, colle notre code, lui avec le package lock, en fait ils décrivent tout ce dont notre application a besoin. Donc si jamais quand on a les deux, et si jamais ça je le mets par exemple sur une clé USB, que je l'envoie à quelqu'un par mail, que je le transfère sur une Dropbox ou il transfère, peu importe, je peux pour pouvoir réinstaller tous les modules et tout linker bien, il suffit que j'aille dans cette directory, que je mette npm install et tout est réinstallé comme je l'ai sur mon ordinateur. Alors, bien sûr, il peut y avoir des variations entre ordinateur à ordinateur, surtout s'il change de plateforme. Je suis plus sur Mac, mais Windows, etc. Mais en fait, grâce aux deux, ça nous permet d'avoir tout ce qui est toutes les dépendances de nos projets sont sauvegardées. Et donc ça, on ne les modifie pas, ils se modifient automatiquement à chaque fois qu'on rajoute plus ou moins des choses. Donc les nodes modules, je vous ai dit, c'est là où nos modules vont effectivement être sauvegardés. Donc même si on regarde de très près, in fine, tous ces modules, c'est vraiment juste du JavaScript, c'est du code, quoi. Donc c'est du code dans lequel notre application va aller chercher pour pouvoir les utiliser plus ou moins. Et donc c'est une intelligence qu'on n'a pas à gérer nous-mêmes. Le tsconfig, ça c'est plus lié à notre configuration de TypeScript pour lui dire d'être assez strict, par exemple, en ce qui concerne le typage, enfin pour la compilation des types. Comme ça, il nous fait des erreurs quand on fait des types. Et donc cette configuration, ça peut être plus ou moins drastique et nous va pour l'instant. Et donc on a tout vu sauf lui, l'essentiel. Et donc en fait, c'est là où notre app.tsx, et c'est là où il y a notre application. Donc si je l'ouvre, notre application, avant de l'avoir sur un simulateur, on a une status bar. Donc on a importé une status bar basique, c'est-à-dire le petit truc qui tourne tout en bas de Expo Status Bar. Donc qui a été préalablement installé pour nous. On a une style sheet pour pouvoir faire le style, un texte, une view qu'on a pris de React Native, et notre application, elle renvoie que ça. Donc avant de le voir sur le simulateur, on peut déjà imaginer à quoi ça va ressembler. C'est une view toute simple, c'est-à-dire un écran, une zone, une view, enfin une vue, avec ce style-là, c'est-à-dire qui est de background blanc, FFF. Tous les items à son intérieur sont centrés,
et sont justifiés au centre aussi, c'est-à-dire qu'ils sont centrés verticalement et horizontalement. Et à l'intérieur, on a une balise texte dans laquelle il y a écrit ce texte. Et puis après, on a la status bar éventuellement. Donc, on va essayer de voir à quoi ça ressemble physiquement. Donc, pour ouvrir par exemple mon simulateur sur iOS, enfin sur Mac, je vais juste taper I. Alors, avant de faire ça, ce serait pas mal en fait déjà de lancer notre application. Donc là, j'ai choisi, enfin je suis allé sur dans mon dossier, donc là je suis à l'intérieur de ça. Et pour lancer mon projet, je vais taper Expo Start. Donc là, j'attends et normalement notre application va commencer. Dès que je vois QR code, ça veut dire que ça a bien marché. Alors ici, il peut y avoir plusieurs erreurs selon votre configuration, vos devices, etc. etc. Si par exemple vous voulez voir sur vos machines, il suffit d'avoir l'application Expo et de scanner ce QR code, ça vous emmène directement. De toute façon, vous avez les instructions ici. Si vous avez des erreurs, voilà, essayez en mode tunnel, donc en rajoutant Expo Start-tunnel avec deux N. Et si les erreurs persistent, c'est que vous avez peut-être un problème avec Node et il faudra éventuellement le réinstaller. Mais donc globalement, ça devrait quand même marcher. Et donc là, notre application, en fait, elle est déjà en train de tourner. Donc pour voir sur le simulateur, simplement taper I. Et donc là, ça m'ouvre iOS, donc dans la dernière device que j'ai choisie, mais je peux tout à fait changer de device si je le souhaite. Je peux, sur le simulateur d'iOS, je peux avoir autant voilà, de devices que je veux. Donc je peux essayer sur un iPad, je peux essayer sur un iPhone 8, et ça c'est très important pour voir comment mon application va ressembler sur différentes machines. Mais non seulement ça, aussi Apple demande d'avoir, pour pouvoir soumettre l'application, il faut soumettre des screenshots. Et donc il y en a trois, donc pour des téléphones fins et longs, comme le iPhone 13, iPhone 12, etc. Des iPhones plutôt petits et gros, enfin et larges, donc plutôt iPhone 8, 8 Plus, etc. Et puis un format iPad, donc vraiment plus grand, pour pouvoir représenter à l'utilisateur qui va télécharger l'application à quoi il doit s'attendre. En fait, ces screenshots sont obligatoires. Et donc, par exemple, travailler sur le simulateur, ça évite d'avoir besoin soit d'avoir les devices physiquement, soit alors, il faut quand même avoir un Mac, mais en tout cas, toutes ces devices seront possibles à screenshotter tout simplement dans le simulateur et donc à soumettre à l'App Store sans avoir besoin d'avoir à la fois un iPad, un iPhone 8 et un iPhone 13. Mais alors, pour certaines fonctionnalités, on le verra par la suite, il faut nécessairement une device physique. Donc par exemple, les notifications, ça marche pas, la caméra, ça marche pas sur le simulateur. Donc ça, il va falloir une device physique pour pouvoir tester l'application sur voilà, une machine physique. Donc que ce soit Android ou iOS d'ailleurs, les notifications, la caméra, c'est des choses qui sont réservées à une machine physique puisque un simulateur n'a pas de caméra, il ne se plug pas à la webcam par exemple. Et pour les notifications, en fait, les notifications, elles définissent spécifiquement une machine, et donc les simulateurs ne sont pas vraiment des machines. Voilà, donc maintenant on peut voir notre application, donc c'est bien ce à quoi on s'attendait. On a une vue voilà, toute simple, avec un background blanc, tout est centré, avec une balise texte.